Voilà une image du processeur de la dernière Nintendo Switch. Et puis voilà une image du dernier jeu vidéo à la mode, Zelda Breath of the Wild. D'ailleurs, je vous conseille, c'est un très bon jeu vidéo. C'est un très bon jeu vidéo. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire parce que, vous voyez, on joue un personnage et on est dans un univers qui est absolument immense. On peut y passer des mois, c'est absolument superbe, voilà. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est que en haut, vous avez le processeur, le cerveau, quelque part, hein, qui produit cet univers avec ces images. Et bien entendu, un extraterrestre arriverait sur Terre, on lui donnerait une Nintendo Switch, il l'ouvrirait, il pourrait prendre toutes les photos qu'il veut avec la plus grande définition qu'on puisse imaginer du processeur, jamais il n'aura accès aux images qui sont en dessous. Jamais. Parce qu'elles sont codées à l'intérieur d'une façon complètement incompréhensible. Et il faut connaître exactement tous les détails du programme de la Nintendo Switch pour pouvoir extraire via le bus de sortie les impulsions électriques qui vont aller sur votre écran de télévision de votre ordinateur pour voir les images. Quand vous n'avez pas ça, eh ben, vous ne pouvez pas avoir accès à l'image qui constitue l'univers du jeu vidéo. Donc, alors, bien sûr, vous avez compris que la métaphore est que le processeur graphique correspond au cerveau et l'image de Zelda correspond à l'imagerie mentale, quelque part. Et en termes un petit peu plus épistémologiques, on est dans deux champs qui sont différents. L'imagerie cérébrale relève du champ du matériel, c'est matérialiste. Comment le cerveau en tant qu'organe est constitué, comment il fonctionne, et l'imagerie mentale, elle est du registre du spirituel, de l'esprit, et les deux évoluent dans des plans qui sont encore aujourd'hui complètement étanches. Alors bien sûr, on peut essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau pour avoir des idées sur comment fonctionnent les images mentales, mais si peu, de la même façon que, effectivement, en comprenant comment fonctionne un ordinateur, on sait qu'il y a des pixels qui s'allument sur un écran, d'accord? Mais ça ne dit rien de la richesse des images comme il y a dans ce jeu vidéo. Alors, donc, le challenge, quand même, est très difficile de faire le pont entre imagerie cérébrale et puis imagerie psychique. Néanmoins, on peut contourner la difficulté et il y a des travaux récents qui sont absolument passionnants mais qui ne reposent pas du tout sur l'imagerie cérébrale au sens propre du terme. Ce sont des travaux qui fonctionnent à partir de simulations. Et l'idée est la suivante, si vous voulez, c'est que, vous savez, les progrès de la thermodynamique qu'il y a eu au XIXe siècle. Alors d'abord, la thermodynamique a existé avant que l'on sache que les gaz soient constitués de molécules. Les gens très tôt ont remarqué que la pression fois le volume était proportionnelle à la température. Alors, ça n'a rien à voir avec les images, si en fait, hein, c'est-à-dire qu'on peut étudier l'imagerie mentale sans du tout s'intéresser au cerveau. Et il y a plein de gens qui font ça. Plein de gens qui font ça. Donc de la même façon, on peut s'intéresser aux relations qu'il y a entre la pression et le volume dans une enceinte thermique sans s'intéresser du tout à la nature du gaz qui est contenu dans l'enceinte. Et on trouve des résultats et ça marche très bien. Ça marche très bien, mais c'est vrai qu'on est limité. Et donc, au XIXe siècle, il y a Boltzmann qui dit juste que dans l'enceinte, il y a un gaz, effectivement, et il dit ce gaz est constitué de petites boules qui ricochent les unes sur les autres. Et grâce à ça, il redécouvre les lois de la thermodynamique et il en découvre encore plus. Il introduit la notion d'entropie, d'énergie libre, etc., etc. Et la thermodynamique fait des progrès considérables. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, vous le savez, un gaz, en fait, ce n'est pas des petites boules de ping-pong qui rebondissent les unes sur les autres. C'est des molécules. Une molécule, ce n'est pas une boule de ping-pong. Ça a une forme complexe. Et quand bien même ça a une forme, c'est qu'avec la mécanique quantique, vous savez qu'une molécule, c'est un truc très compliqué. Ça n'a rien à voir avec une boule de ping-pong. Et bien pourtant, en approximant
des molécules qui sont horriblement compliquées par des boules de ping-pong, on arrive quasiment à trouver tous les résultats de la thermodynamique dont on a besoin pour travailler tous les jours quand on est ingénieur. Et donc il y a des gens qui ont fait la même chose avec le cerveau. Ils ont dit, ben, ça ne sert à rien de comprendre dans le détail comment fonctionnent les neurones, ça ne sert à rien d'aller regarder où ça s'allume, etc. quand on voit des images. On va juste dire que les neurones, c'est comme des boules de ping-pong, c'est-à-dire c'est des petites cellules qui sont éteintes ou allumées et qui communiquent toutes les unes avec les autres. On appelle ça des réseaux de neurones formels. Et c'est hyper à la mode parce que Google, Facebook, etc. utilisent des réseaux de neurones formels pour analyser nos requêtes ou pour reconnaître les visages sur les réseaux sociaux, etc. On appelle ça du deep learning. Depuis le début des années 2000, ça a un succès absolument considérable de par la puissance des outils que ça représente. Et donc je vous propose de regarder ce que disent les gens qui font des simulations de cerveau à partir du deep learning sur l'imagerie mentale. Il y a des travaux comme ça. Alors donc, je vais, s'il y a un physiologiste dans la salle, il va hurler. Il va hurler parce que je vais décrire un cerveau comme Boltzmann décrivait un gaz. C'est-à-dire, lui, il disait c'est des boules de ping-pong qui rebondissent les unes sur les autres. Ça, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec un gaz. Et moi, je vais dire qu'un cerveau visuel, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des yeux, vous avez reconnu, avec des rétines. Et les rétines envoient des informations. Donc les rétines, c'est comme un écran d'ordinateur. Bien sûr, c'est pas comme ça dans la réalité, mais j'approxime, hein, vous avez compris. Hein. Donc c'est comme un écran d'ordinateur avec des pixels, allumés ou éteints. Ces pixels vont vers une première couche de neurones, et ces neurones sont aussi allumés et éteints, qui sont connectés avec une autre couche de neurones, avec une autre couche de neurones, avec une autre couche de neurones. Il y a un algorithme qui fait que, eh bien, au fur et à mesure, on a vu tout à l'heure un très bel exposé sur le développement du bébé, ben, il y a la même chose pour l'apprentissage de la vision que l'apprentissage de la parole. Les couches de neurones apprennent à se connecter les unes aux autres en fonction de ce que le bébé voit défiler devant lui, et comme ça nous apprenons à reconnaître des chaises, de fauteuils, des bouteilles, des carafes, etc., etc., etc. Voilà. Donc je propose une modélisation comme ça, et puis, alors, je vais postuler que ce que nous appelons conscience visuelle, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vous regarde, vous me regardez, vous avez une image de moi. Ce n'est pas vraiment une image mentale parce que c'est une image semi-objective, quoi. Elle est subjective quelque part parce que vous la pensez, mais elle est objective en ce sens que, par exemple, j'ai un polo qui est gris-bleu, on est tous d'accord, à peu près tous d'accord sur le fait qu'il est gris-bleu, et donc c'est une information semi-objective, disons. Eh bien, ce que vous voyez, ce dont vous avez conscience que vous voyez, on va postuler que c'est le contenu de la première couche de neurones, qui est juste derrière la rétine. Et donc il correspond vraiment à l'information visuelle qui est arrivée depuis l'espace. Il y a des photons qui arrivent, ils tapent sur la rétine, ils vont vers une première couche de neurones, c'est ça que par définition on voit. Quand je dis je vois, c'est ce qu'il y a dans cette couche de neurones. Et puis comme ce dessin est très compliqué, je vais le simplifier. Je vais dire, voilà, bon, il y a beaucoup de couches de neurones, on est d'accord, mais métaphoriquement, je vais en mettre que deux. Donc la première, c'est ce que je vois, et puis en fait, ça va résonner avec plein d'autres couches de neurones, et la couche de neurones, métaphoriquement, celle qu'il y a derrière, c'est celle qui est cachée, où il va se passer quelque chose en lien avec la vision. Et alors quoi? Ça va être un mystère. Ça va être un mystère, sauf qu'on pourrait se poser des questions. Alors vous savez, Alain, le philosophe Alain avait dit, vous regardez le Panthéon, vous pouvez compter les colonnes, vous fermez les yeux, vous imaginez le Panthéon, donc là on a une image mentale, essayez de compter les colonnes du Panthéon comme ça, vous n'y arriverez pas. Bon. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est un coquin parce qu'il a tort, allez devant le Panthéon, essayez de compter le nombre de colonnes, vous n'y arriverez pas. Parce qu'en fait, il y en a qui sont cachées derrière les unes des autres et il y en a qui sont en bas-relief. Et donc en fait, on ne peut pas savoir combien il y a de colonnes devant le Panthéon. Mais ça, c'est une blague, vous comprenez la métaphore. Quand on voit une image, on peut compter. Quand vous pensez à la même chose, en fait, l'image, elle est... D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que vous voyez vraiment quand vous avez une image mentale? C'est très compliqué. C'est très compliqué et sûrement que ça doit être en relation avec la couche qu'il y a derrière. Ça doit être. Alors, on peut imaginer quelque chose comme ça, vous voyez.
J'ai bricolé le Panthéon et vous voyez qu'on ne voit plus tellement le nombre de colonnes. C'est vrai que si vous fermez les yeux et que vous pensez au Panthéon, vous allez avoir un truc un peu comme ça, un peu flou. Vous allez avoir la quintessence de la forme du Panthéon avec son comment on appelle ça, le chapiteau, voilà, triangulaire, etc. Ça, vous le voyez bien. Puis vous voyez des colonnes, mais combien, je ne sais pas. Bon. Alors, maintenant, refaisons le truc. Donc, on ferme les yeux. Et puis je dis Panthéon. Si je dis Panthéon, vous savez qu'on associe dans le cerveau, si je dis Panthéon, ben, vous allez penser au Panthéon. Et quelque part dans votre cerveau, eh bien, ce mot Panthéon va résonner avec le construit Panthéon. Et vous allez avoir, quelque part, construit Panthéon, et bien, vous voyez, il y a, j'ai mis des petites flèches qui rétropropagent, c'est que fondamentalement, les connexions cérébrales vont de la rétine au cortex occipital, etc., etc. Mais il y a aussi des inférences qui vont en sens inverse. Et donc, en fait, quand je dis Panthéon, le cortex profond, cortex, je ne sais pas quoi, puisque encore une fois, c'est métaphorique, mais ce qui est profond allume le concept Panthéon, et par rétropropagation de cette information, eh bien, ce qui correspond à notre conscience visuelle est imprégné de cette information Panthéon qui vient du cortex profond, et à ce moment-là, j'ai l'impression de voir ce que je conceptualise comme le Panthéon. Et c'est ça qu'on appellerait une image mentale. Et donc vous pouvez le faire, fermez les yeux, je dis Panthéon, vous pensez au Panthéon, quelque part il se passe que vous cristallisez autour du concept de Panthéon, et cette cristallisation arrive vers votre cortex occipital, et là, comme par définition, c'est ce que vous voyez, eh bien, vous avez l'impression de voir quelque chose qui est très diffus, très confus, et qui correspond à une image mentale. Bon, alors, vous me direz, ça c'est du baratin, quoi. C'est du baratin. Alors, c'est amusant, c'est une spéculation intellectuelle, mais c'est du baratin. Vous êtes peut-être venu aujourd'hui pour avoir plus que du baratin. Et c'est là qu'il y a un travail que je trouve absolument spectaculaire qui a été réalisé très récemment, en 2013. Alors c'est un papier, c'est fantastique parce que les papiers des gens qui font de computer science, ils n'ont plus de revue à comité de lecture, ils écrivent leurs papiers, ils les envoient sur les archives, c'est une bibliothèque universelle, ben vous pouvez télécharger le papier. Voilà. C'est fantastique, pas de droit d'auteur, pas d'éditeur, l'accès à la connaissance est libre, immédiat. Moi je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, ben voilà, ils ont simulé ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont simulé un cortex, ils ont simulé un système cérébral visuel. Donc vous avez à gauche des images. Alors là, j'ai pris des chiens. Enfin, c'est pas moi qui les ai pris, c'est eux. Et puis, donc c'est des pixels hein, de chiens, c'est pixelisé. Et puis ces pixels sont associés à, alors eux, ils ont 7 couches de neurones. 7 couches successives de neurones. Alors, l'algorithme de transmission de l'information d'une couche à l'autre est semi-simple. C'est semi-simple, c'est-à-dire que chaque neurone d'une couche N est relié à la neurone de la couche N plus 1. Et puis, il y a des histoires de convolution, parce que ce sont des formes spatiales. Donc, il faut un peu traiter le signal. Mais d'ailleurs, figurez-vous que la rétine fait aussi de la convolution ou quelque chose qui y ressemble. Donc, du coup, on n'est pas très loin, finalement, de ce qui se passe dans le cerveau. Et alors, d'abord, ça marche, c'est-à-dire qu'à partir de couches de neurones comme ça, on est capable de reconnaître des formes. Et ils utilisent ça pour de la détection automatique de visage sur Facebook, détection automatique de chiffres sur les codes postaux, etc., etc. Donc de façon opératoire, ça marche et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches. Mais ça ne nous explique pas ce que sont les images mentales. Et alors, pardon. Ce papier, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? C'est que il s'est posé la même question que nous. Il s'est demandé, finalement, là on a des couches de neurones intermédiaires, mais on aimerait savoir quel est le contenu informationnel de ces couches de neurones intermédiaires. Alors bien sûr, c'est que numérique, ce n'est pas des images. Eh bien, ils ont trouvé une astuce qui permet de transformer le contenu numérique des couches de neurones intermédiaires en une image. Quelque part, ils ont accès à ce que voient les couches profondes du cerveau. Eh bien voilà,
le résultat. Donc quand vous voyez sur le réseau de neurones avec 7 couches, quand vous regardez le contenu de la couche numéro 4, vous voyez, vous avez des espèces d'impressions de visage de chien qui se dégagent. Hein, un peu comme tout à l'heure. Et puis plus vous montez dans les couches, vous voyez, là vous voyez la couche 5, vous voyez, vous avez une forme que c'est très difficile à reconnaître et vous avez vraisemblablement une extraction d'informations profondes sur ce qu'est notre, c'est pas la nôtre, c'est celle de la simulation du réseau d'automates cellulaires. Mais franchement, quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que font certains peintres. Hein. Voilà un tableau, hein, c'est un tableau, je ne sais plus, je me souviens plus qui l'a. Pardon? C'est possible. Ouais, oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Tu as raison. Ouais. Je crois que c'est ça. Bien vu. Et quand vous faites un zoom sur les gens qui sont en bas, vous avez ça. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein, c'est-à-dire qu'il a peint des sujets, mais en fait, ce n'est pas du tout des sujets. Ils n'ont quasiment pas de bras, de jambes, on voit pas de figure. Vous voyez, c'est une espèce de tache floue, comme si le peintre avait réussi à capter ce qui se passe dans ces couches profondes de son cerveau et avait réussi à les retraduire sur une image. Voilà. Eh bien, bien sûr, tout ça est spéculatif, mais le titre de l'intervention invitait à être spéculatif. Merci pour votre attention.